Tous, merci de nous rejoindre sur France 3 pour cette soirée spéciale élection régionale et départementale. Un double scrutin qui a eu lieu aujourd'hui avec un premier tour qui, vous allez le voir dans quelques instants, réserve déjà quelques surprises et une abstention record. Une soirée que nous allons vous faire vivre, Christine Villoisa, avec un dispositif dans toute notre région. Oui, un dispositif exceptionnel pour être en direct et en duplex de toute la région pour vous donner très rapidement les premiers résultats dans la région et dans chacun de vos départements pour vous proposer aussi des réactions des candidats. Nous serons en direct du Conseil régional avec Maxime Jaglen, en direct avec nous tout au long de la soirée. Et puis nous serons dans chacune des 5 préfectures de notre région, au Mans, à La Roche-sur-Yon, à Laval. Et puis nous serons aussi à Nantes et à Angers. Et pour l'instant, il reste encore quelques bureaux de vote ouverts jusqu'à 20h, c'est à Nantes. Et de toute façon, nous n'avons pas la possibilité avant cette heure de vous donner des résultats. Mais il y a un chiffre que nous allons commenter d'ores et déjà avec vous, Arnaud Leclerc. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'être avec nous tout au long de cette soirée. Vous êtes notre politologue, vous êtes professeur de sciences politiques à l'Université de Nantes. Le chiffre dont je viens de parler à l'instant, c'est celui dont nous disposons à 17h. Le taux de participation dans notre région, 26,8%. Il est en baisse de presque 17 points par rapport aux élections régionales de 2015. C'est tout simplement et malheureusement historique. Oui, et ça est un peu une récidive de ce qui s'était passé pour les municipales. Rappelons qu'à cause de la pandémie, la participation avait reculé 19 points au premier tour. Donc on est dans les mêmes eaux. Donc c'est la pandémie qui expliquerait ce chiffre ? Pas seulement. Bien sûr, ça joue. On sait que les populations ont été un peu privées de week-ends et privées de sorties. Et donc, pour une fois qu'on arrive dans une période où les week-ends sont possibles, c'est compliqué de pouvoir rester pour voter. Mais il y a des facteurs plus structurels de prise de distance à l'égard de la politique, en particulier chez certaines populations plus que d'autres. Et donc, on sait qu'on a beaucoup d'indicateurs sur des formes de dépolitisation qui s'avancent assez nettement depuis plusieurs années. Et même si on a une présidentielle dans un an, on a quand même des indicateurs lourds du fait que les Français prennent de la distance à l'égard de la politique. Et on va voir les premières estimations de résultats dans un petit peu plus de 2 minutes maintenant. Ce qui va être intéressant à analyser, c'est savoir qui s'est abstenu aussi. Ça peut changer complètement le résultat final. De toute façon, à partir du moment où pratiquement 2 électeurs sur 3 ne viennent pas voter, ça impacte très lourdement le résultat, ça c'est sûr. Et évidemment, certains partis beaucoup plus que d'autres. Nous savons par exemple que les jeunes sont beaucoup plus abstentionnistes historiquement que les gens âgés. Et donc quand on a un électorat jeune, on est susceptible d'avoir un reflux considérable de vote. Alors qu'à l'inverse, quand on a un électorat très âgé, on a un peu plus de chances de pouvoir le garder. Et un électorat populaire aussi qui s'abstient de plus en plus ? Bien sûr, c'est pas nouveau. Rappelons quand même que dans une régionale normale, c'était le cas en 2010, en 2015, on était déjà à 50%. De participation et donc 50% de gens qui ne venaient pas. Et c'était dans les agglomérations et dans les zones populaires qu'on avait les plus forts taux d'abstention. Donc il est très clair que tout le spectre électoral n'est pas touché de la même manière. Et donc évidemment, la répercussion pour les partis est importante. Alors on l'a dit, on a un dispositif très important dans toute la région pour cette soirée électorale dans chacun des 5 départements de notre région et au Conseil régional où on va rejoindre Maxime Jaglen. Une soirée à suspense, Maxime Jaglen, qui s'annonce ? Oui, bien sûr, une soirée à suspense, même si vous le voyez ici, pour le moment, le conseil régional est assez désert. Ça ne ressemble pas vraiment à l'ambiance d'un QG de campagne, même si Christelle Morancet, la présidente sortante, est un petit peu ici chez elle. Alors, il y a toute son équipe qui est ici ce soir, avant, évidemment, les prises de parole. Tout à l'heure, elle est arrivée, on a vu les images tout à l'heure sur notre antenne, très souriante au conseil régional. Elle se disait relativement détendue et confiante, même si elle était assez surprise du chiffre d'abstention, vous en parliez à l'instant, une abstention record. Elle nous a expliqué qu'elle ne s'attendait pas à un tel niveau d'abstention dans la région. Alors, à qui va profiter ce niveau d'abstention historique ? On verra ça dans quelques minutes avec vous. Merci beaucoup Maxime pour ce premier point au niveau des élections régionales. Il y a aussi des élections départementales, dans nos 5 départements bien sûr, et on va tout de suite retrouver Pierre-Éric Cali en duplex de la préfecture à Laval. Bonsoir Pierre-Éric, pas trop de suspense chez vous en revanche. Non, bonsoir Virginie, mais les résultats ne sont toujours pas tombés, donc je préfère laisser la parole à mes confrères dans les autres départements si vous voulez bien.
Oui, puisque les bureaux de vote fermaient pourtant à 18h, mais les injonctions, en tout cas les précisions des préfectures, c'était de dépouiller d'abord les résultats des élections régionales. Ceux des départementales arriveront donc un petit peu plus tard dans la soirée. Les premiers éléments qui nous parviennent à l'instant, puisqu'il est un petit peu plus de 20h, Arnaud, c'est une estimation sortie d'urne, estimation surprenante, puisque selon les chiffres dont nous disposons, selon Ipsos, Christelle Morançais arrivera en tête, ça on s'y attendait, c'était prévu dans les sondages, mais pas du tout avec les chiffres prévus, 34,1%. Guillaume Garot et Mathieu Orphelin, scénario incroyable, seraient tous les deux crédités de 18,4%, Hervé Juvin à 11,9% et François de Rugy à 11,1%. On avait prévu beaucoup pour de le scénarios. Rassemblement national, on le rappelle, Virginie à 11,9% et François de Rugy pour La République En Marche, 11,1%. On avait prévu beaucoup de scénarios, mais pas forcément celui-là, franchement. Non, pas du tout. On peut dire la performance d'abord, le score de Christelle Morançais, c'est pratiquement 6 points, 7 points au-dessus des quelques sondages qu'on avait. Donc c'est vraiment très nettement au-delà de ce qui était attendu. Ça veut dire que son électorat s'est mobilisé, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. On peut noter que 2 des partis dont les électorats sont aujourd'hui les plus âgés sont en tête de l'élection, parce que c'est vrai aussi pour le Parti socialiste dont l'électorat est aujourd'hui très âgé, et Guillaume Garot, là aussi, fait 4 points de plus que ce qui était annoncé par les outils de sondage au préalable. Encore une fois, les sondages ne savent pas trop mesurer l'abstention, et là, quand on a une abstention aussi massive, ça a un impact très très fort. Ce qui est sûr, c'est que, aussi bien pour Christelle Morançais que pour Guillaume Garot, c'est entre guillemets une divine surprise. Ils sont plus hauts, nettement plus hauts qu'attendus, et à l'inverse, il y en a pour qui, lorsque l'électorat est plus jeune, ou aussi en agglomération avec des statuts socio-économiques favorables, et bien là, en revanche, ce sont les électorats qui se sont énormément abstenus. Et c'est évidemment le cas de La République En Marche de François de Rugy, dont on peut dire... C'est un vote sanction pour le gouvernement, c'est 11 points. Alors peut-être, rappelons que dans chacune des régionales ces dernières années, il y avait toujours eu un message national très fort, très hostile à Nicolas Sarkozy en 2010, très hostile à François Hollande en 2015. Donc il est possible qu'il y ait une composante importante, même si tout ce qu'on possédait avant comme outil nous montrait que finalement il y avait qu'un gros tiers des Français qui voulaient envoyer un message. Donc c'est pas non plus quelque chose de très massif. Il faudra voir, après analyse, si ça relève plus de la personnalité, du programme, du positionnement dans la région, ou si c'est un vote sanction de type national. Précisons que pour l'instant, nous parlons d'estimation, qu'il n'y a pas encore de résultat définitif pour ces élections régionales. Sûrement pas de résultat encore définitif non plus, j'imagine, à Nantes, où nous allons tout de suite retrouver Mathieu Guilleron en duplex de la préfecture de Loire-Atlantique. Et pour cause, les bureaux de vote ont fermé il y a un peu plus de 3 minutes seulement à Nantes, Mathieu. Et oui, Virginie, ici à Nantes, les bureaux de vote ont fermé à 20h et les résultats se font encore attendre. Seules quelques petites communes ligériennes ont dévoilé leurs résultats. L'enjeu, il est simple ici, vous le savez. La Loire-Atlantique, le seul département à gauche des Pays de la Loire, va-t-il le rester? Il l'est à gauche depuis 2004. La droite espère bien reprendre ce territoire par l'intermédiaire du maire de Saint-Sébastien-sur-Loire, le divers droite, Laurent Turquois. Voilà, les résultats arrivent au compte-gouttes en ce moment même, derrière moi, dans cette salle des audiences de la préfecture. Très calme pour le moment. Merci Mathieu Guilleron. On rappelle qu'à Nantes, les bureaux de vote étaient ouverts jusqu'à 20h, jusqu'à 19h à Angers, où on va rejoindre Éric Aubron. Angers, où le président sortant, Christian Gillet, se représente, Éric. Effectivement, le président sortant d'hiver droite se représente. Il brigue un nouveau mandat alors qu'on a pensé qu'il allait ne pas terminer ce mandat en cours. En 2019, il songeait à jeter l'éponge. Il brigue donc néanmoins un second mandat, mais se retrouve en rivalité avec une autre liste à droite qui est soutenue par le maire d'Angers, Christophe Béchu. Les deux hommes se sont succédés à la tête du département en 2015. Et donc c'est une rivalité qui a entretenu la campagne ces dernières semaines et qui va évidemment, qu'on va regarder effectivement de près ce soir. Pour l'instant, évidemment, pas de résultats définitifs. Les cantons qui devraient tomber les premiers seront ceux, évidemment, à 2 listes. Angers 5, Chalonnes-sur-Loire, Mauches-sur-Loire, Pont-de-Cé et Tiercé. Pour l'instant, le dépouillement n'est qu'au quart. Donc on est encore très loin de vous donner des résultats. On va suivre ça avec beaucoup d'attention.
Et oui, la soirée va être longue. Il va falloir être patient dans les bureaux de vote et les préfectures. Merci beaucoup, Éric, en duplex d'Angers. On va partir à présent pour la Vendée, retrouver Fanny Borius. Là, c'est sûr, le président sortant, Yves Auvinet, on ne le retrouvera pas à la tête du département. Il ne se représente pas. Et la question qui se pose, Fanny, c'est est-ce qu'il y aura encore une opposition en Vendée au département ? Et oui, Virginie, c'est la grande question. La gauche va-t-elle conserver le seul canton qu'elle détient depuis 2008, le canton 2 de La Roche-sur-Yon ? Sur ce canton, Luc Boire se présente cette année. Il espère déloger Sylviane Bulto, qui, elle, brigue un deuxième mandat. C'est le seul canton sur lequel la gauche s'est positionnée. La deuxième force politique en Vendée, c'est finalement le Rassemblement national qui, lui, présente un binôme de candidats dans chacun des 17 cantons. La droite, elle est majoritaire en Vendée depuis plus de 30 ans. Elle possède 16 cantons sur les 17 actuellement. Alors, pas de résultat pour le moment. Un chiffre tout de même, celui de la participation. Il est de 28,10% à 17h, loin des plus de 40% en 2015. Merci Fanny Borius en direct de la préfecture de Vendée où Fanny Borius a eu autorisation d'ôter son masque en raison de la faible participation de la population dans cette préfecture. On retrouve Thierry Fourmi en direct de la préfecture du Mans pour le département de la Sarthe où la gauche veut reprendre le département, mais la gauche est bien divisée, Thierry. Oui, absolument, Christine, une gauche divisée, puisque le Parti socialiste et sa tête de liste, Christophe Counil, conseiller municipal ici au Mans, mène une liste. Ils partent en solo. Les écologistes ont préféré mener une liste assez large qui va à la France Insoumise ou encore le Parti communiste, alors que les écologistes au Mans, lors des municipales, ont fait alliance avec le maire du Mans, le socialiste Stéphane Le Foll. Quoi qu'il en soit, le grand vainqueur pour le moment de cette élection, c'est évidemment l'abstention, 24,24% de participation à 17h dans le département de la Sarthe. Cette participation était de 48% il y a 6 ans. Et puis également un fait à noter, c'est dans certains bureaux ce midi, certains bureaux situés dans des quartiers populaires, la participation était de l'ordre de 7 à 8%. C'est vous dire que les quartiers populaires, notamment au Mans, ne se sont pas mobilisés aujourd'hui pour cette élection départementale. 7 ou 8%, on parle bien de participation, c'est assez incroyable. Merci beaucoup Thierry Fourmi en duplex donc du Mans. On vient de faire un petit tour en ce qui concerne les départements, vous l'avez vu, pour l'instant pas de résultat. En revanche, on va revenir, Arnaud, sur ces estimations que nous avons données il y a un petit peu plus de 5 minutes, ces estimations qui modifient tous les plans qui avaient été en tout cas envisagés pour ce premier tour des élections régionales. On va rappeler les chiffres de ces estimations. Christelle Morançais en tête très largement avec un peu plus de 34% sur cette estimation. Guillaume Garou, Mathieu Orphelin, tous les deux à 18,4%. Hervé Juvin du Rassemblement national à 11,9%. Et François de Rugy pour la liste majorité présidentielle de La République En Marche à 11,1%. Bon, on voit Arnaud Christelle Morançais nettement en tête, plus que ce que les instituts de sondage avaient pronostiqué. Et puis un scénario alors là qu'on n'avait pas du tout envisagé. Guillaume Garou, Mathieu Orphelin, au même score, ça va compliquer la fusion et savoir qui va mener la liste au second tour. La grande question, qui va avoir le leadership ? Et c'est une question qui est pendante depuis plusieurs années. C'est-à-dire que les écologistes espèrent depuis plusieurs années dominer le Parti socialiste après une phase surtout en Loire-Atlantique, mais globalement dans cette région où le Parti socialiste a été le grand parti hégémonique et laissait une place assez limitée aux écologistes. Donc là, normalement, la bascule aurait dû se faire à cette élection. En réalité, c'est un indicateur d'ailleurs, parce que Mathieu Orphelin devait prendre la parole à 20h15, 20h30. Finalement, il l'a décalé d'une bonne demi-heure. Ils sont coude à coude et évidemment, c'est un enjeu important pour savoir qui conduit la liste d'union pour le second tour. C'est évidemment un enjeu très important. Il faut peut-être relier un élément, le score du Rassemblement national, qui est aussi beaucoup plus bas que ce qui était annoncé et 10 attendu. 10 points de moins qu'en 2015, si ça devait se confirmer. Oui, mais ça peut se mettre en lien avec ce qui vient d'être dit à partir du Mans. Si on a une participation de 8 ou 9% dans les quartiers populaires, n'oublions pas que le Rassemblement national a aujourd'hui un électorat extrêmement populaire. Et donc cet électorat est susceptible d'avoir une très forte abstention. Et puis quand même, ce résultat de François de Rugy, s'il devait se confirmer, 11,1%, c'est une claque. Oui, c'est clairement une contre-performance très très importante et il faudrait regarder comment ça se passe nationalement pour les autres listes de La République En Marche pour voir si, là encore une fois, c'est quelque chose qui lui est propre, lié à sa personnalité, à son image, ou si c'est quelque chose de national.
Et puis, il y avait d'autres listes qui se présentaient. On va vous donner leurs estimations de résultats. 3% pour Cécile Belle-de-Gessé pour Debout la France, Debout les Pays de la Loire. 2,5% pour Eddy Lebelair, Lutte ouvrière. Et 0,6% pour Linda Rigaudot, qui était tête de liste à Notre Monde Pays de la Loire. 26,8%, on vous l'a dit, c'est le taux de participation à 17h, un taux de participation historiquement bas, le plus bas jamais enregistré. Mais des gens sont allés voter, comme l'ont constaté Éléonore Duplay et sa monteuse. Quand vous aurez voté pour les régionales, vous repassez ici et vous faites les départementales. Une date, 2 élections pour des enjeux concrets, les TER, les routes, la solidarité qui se trouvaient au cœur des différents programmes. C'est important de savoir ce qui va être fait à tous les niveaux. Public vulnérable, je suis très sensible à ça, donc j'ai beaucoup étudié cet aspect-là aussi. Forcé, 1000 habitants. Dans cette commune rurale au cœur de la Mayenne, les électeurs n'ont pas toujours suivi les 2 campagnes, mais votent en flux léger et continu. C'est un petit peu mélangé quand on parle avec d'autres personnes. Il y en a qui ne comprenaient pas ou ils croyaient que c'était que des régionales ou autre chose, quoi. Mais bon, c'est vrai que c'était un petit peu ambigu pour certaines personnes, même pour moi un petit peu aussi. La Roche-sur-Yon, comme dans toute la région, un certain nombre d'électeurs n'ont pas reçu les professions de foi dont la distribution a été sous-traitée par l'État à des entreprises privées. Il y a des gens qui découvrent des candidats, il y a des gens qui découvrent même qu'il y a 2 scrutins. Ils viennent voter, puis on leur dit vous allez ensuite à côté. Donc oui, c'est un souci, oui. Ceux qui viennent malgré tout le font par devoir citoyen. Si on a des revendications, justement, on vote et ça nous permet par la suite de dire les choses. Si on ne vote pas et après on râle derrière, ça ne sert à rien. Sentiment partagé dans les grandes villes, comme ici à Angers. On ne sait pas trop si ça va vraiment influer sur notre situation de voter pour la région ou les départements, mais c'est important, on fait notre devoir de citoyen, quoi. J'avais perdu un peu confiance, mais là, il faut lutter maintenant, c'est autre chose. Avec une présidentielle à l'horizon, bien des électeurs ont déjà la tête à l'an prochain. Et d'autres estimations viennent de nous parvenir, cette fois nationales, sur la répartition des votes selon les forces politiques. Regardez, les Républicains et leurs alliés seraient très largement en tête, 27,2%, je parle bien des élections régionales. Le Rassemblement national en seconde position, 19,3%. Le Parti socialiste et ses alliés, 17,6%. Europe Écologie Les Verts à 12,5%. Et La République En Marche, 11,2%. Est-ce que ce sont des chiffres, Arnaud, qui vous surprennent au niveau national? Là, on ne regarde pas seulement le focus régional. Oui, la donnée la plus importante, c'est évidemment La République En Marche, qui est quand même en recul d'une manière extrêmement sensible. Et là, c'est clair que pour le coup, ça contient une dimension de vote-sanction à l'égard de l'exécutif actuel. Après, le fait que ce soit quels que soient les candidats. C'est ça, là, quels que soient les candidats, c'est, quelles que soient les régions. C'est quasiment le même chiffre que celui de François de Rugy dans notre région, selon les estimations. Mais c'est quand même beaucoup plus bas que ce qui a été anticipé. Donc ça veut quand même dire clairement que, encore une fois, le tiers des électeurs qui s'est déplacé pour envoyer un message politique à l'exécutif. Après, selon les estimations, 34% pour Christelle Morassais pour les Républicains. Elle est très très au-dessus du score national qui est à 27 points. C'est vrai, mais finalement c'est très proche du score de 2015 fait par cette liste-là. Oui. Sauf qu'à l'époque, il n'y avait pas La République En Marche. Sauf qu'à l'époque, il n'y avait pas La République En Marche. Mais entre-temps, un peu partout en France, on a vu l'opinion publique se droitiser. On sait que nous sommes dans une période historique quelque part. Le grand centre, le CEIPOF, l'a dit en début d'année. En France, jamais aussi peu de Français se sont sentis de gauche depuis 1945. Donc le niveau est historiquement bas. Ça et se pourtant, retrouve la gauche électoralement. est au-dessus des moyennes nationales dans notre région. Oui, bien au-dessus. Ou plutôt, il faudrait selon dire, les estimations. Le Parti socialiste fait de la résistance, même s'il est quand même tendanciellement sur le déclin. Il fait de la résistance. Et là, ici, la contre-performance, c'est plutôt du côté des écologistes qu'on attendait plus haut, pour le coup. 12,5, on le rappelle, au niveau national. C'est effectivement plus faible que ce qu'on pouvait attendre. Oui, et la question avec les écologistes, c'est qu'on voit depuis pas mal d'années un peu faire le yo-yo en fonction des élections. Il y a certaines élections qui marchent très bien, c'était le cas pour les européennes. Et puis derrière, ils peuvent faire des contre-performances. C'était le cas globalement sur les municipales dans notre région, même s'il y a eu des réussites dans les grandes villes ailleurs. Et donc, c'est inconstant la progression ou la trajectoire des écologistes. Et puis le Rassemblement national qui serait en recul aussi, contrairement à ce qui était pronostiqué et espéré par Marine Le Pen.
Alors ça, c'est plus surprenant à l'échelle nationale et ça l'est également à l'échelle régionale parce que c'est un parti qui a commencé un travail d'ancrage, de pénétration dans le territoire, plus en Sarthe, un peu également en Mayenne, progressivement aussi on le voit arriver en Vendée de manière nette, beaucoup moins sur la Loire-Atlantique, mais quand même, c'était une région qui résistait très fortement au Rassemblement national. Maintenant, il y a des ancrages et là, ce soir, c'est une contre-performance forte. Forte, oui, 8 points de moins selon les estimations qu'au niveau national. Certaines de nos équipes ont suivi quelques têtes de liste tout au long de l'après-midi et en soirée, notamment la présidente sortante, les Républicains, Christelle Morançais, créditée, on vous le rappelle, de 34 points selon les estimations d'Ipsos. Ils ont suivi aussi notamment Mathieu Orphelin, qui fait plutôt une bonne performance, 18 points, meilleur qu'au niveau national. Mathieu Orphelin pour les écologistes. C'est un résumé de Vincent Rénal. Nantes, quai numéro 2. La nouvelle locomotive de l'Ouest en provenance d'Angers entre en gare. Mathieu Orphelin, premier frondeur à avoir sauté en marche de LREM en 2019, considéré comme l'homme providentiel d'une gauche en panne, reste raisonnablement serein. Les derniers sondages, ils sont bons, c'est clair, ils montrent une dynamique. Maintenant, il y a tellement de paramètres qu'on ne maîtrise pas. C'est les gens qui votent. Et puis, il y aura aujourd'hui une très très forte abstention. Très très forte abstention. Ça peut jouer dans un sens ou dans l'autre. L'horizon est un peu chargé. La tête de liste écologique et citoyenne choisira la voiture plutôt que le vélo. Direction Rezé. Après avoir mouillé le maillot sur un terrain de foot il y a quelques jours, Mathieu Levert veut profiter cette fois d'un tournoi de green volley. Le plan média Coco, c'est un métier. Je viens faire un contrôle un peu. Ça m'était partout, toi, c'est pas possible. Ça va ? Bonjour. Nouvel entraîneur de Nantes. Pour les législatives, déjà, j'étais allé au tournoi de volley du SCO à Angers. Voilà, ça me fait plaisir d'être à Rezé aujourd'hui, de voir plein de gens que je connais. Puis vous savez, aujourd'hui, les candidats, on ne peut pas faire grand-chose. Donc on attend que le temps passe tranquillement. Craint-elle le déluge ? Favorite des sondages pour ce premier round, Christelle Morançais sourit, quoi qu'il en coûte. Car la suite devrait être plus compliquée pour la présidente sortante. Sans alliance avec le député de Rugy, soutenu par La République En Marche, pas de victoire possible dimanche prochain. Écoutez, je suis sereine, déterminée. Maintenant, c'est vrai que les premiers résultats de participation ne sont pas très réjouissants. C'est vrai que c'est inquiétant, même d'élection après élection. On voit bien un taux d'abstention de plus en plus élevé. Et ça, c'est pas rassurant et c'est pas bon. Pour Guillaume Garot, c'est le jour le plus long. Fraîchement débarqué de Laval après avoir éclusé de nombreux bureaux de vote, c'est à la fédération du PS à Nantes que l'ancien ministre de François Hollande attend les premières estimations. Garot et Orphelin n'ont jamais caché leur intention de faire front commun pour le second tour. La nuit sera longue. Ce que je ressens aujourd'hui, c'est qu'il n'y a pas de friction, il n'y a pas de point qui serait impossible à trancher. Si on a la volonté de se mettre d'accord, et c'est mon cas, bien sûr, aboutir à un projet porté en commun, eh bien, il ne devrait pas y avoir d'obstacles insurmontables. François de Rugy est attendu, lui, dans la soirée à l'hôtel de région. Le week-end dernier, sur la Côte d'Amour, on l'a vu avec Édouard Philippe, lequel a également partagé une bière avec Christelle Morançais. Mais aucune alliance avec la présidente sortante n'est actée. Officiellement, du moins. Et on va retrouver au Conseil régional Maxime Jaglin. On rappelle que selon un sondage Ipsos, estimation sortie des urnes, la présidente sortante, les Républicains, Christelle Morançais, serait créditée de 34% des intentions de vote. C'est 9 points de plus que dans le précédent sondage du 9 juin, qui l'a placé à 25%. Est-ce qu'il y a une ambiance particulière, Maxime Jaglin, au Conseil régional ce soir ? Est-ce que vous avez vu Christelle Morançais ? Alors pour le moment, pas de résultat définitif. C'est peut-être ça qui explique le manque d'ambiance dans l'équipe de Christelle Morançais. D'ailleurs, ils sont au travail juste derrière moi, dans son bureau de présidente de région, pour préparer un discours qui devrait intervenir autour de 21h15. Je vous le disais, elle est arrivée tout à l'heure avec le sourire. Elle devrait le garder une bonne partie de la soirée, vu ses estimations qui la placent largement en tête. Et c'est un peu le grand écart des émotions, car François de Rugy est certainement très déçu. On l'attendait dans la soirée. On ne sait toujours pas
s'il viendra s'exprimer devant nous ici au Conseil de région. Après son résultat, on le rappelle, il arrive derrière, en 4e position, derrière le Rassemblement national à 11%. François de Rugy certainement très déçu et puis ça va rebattre les cartes pour une alliance potentielle au second tour. On suivra ça. En tout cas, prise de parole de Christelle Morançais dans une petite heure maintenant. Merci beaucoup Maxime en duplex donc de ce conseil régional bien calme pour ce premier tour. Il faut dire que le public bien sûr n'est pas autorisé cette année à accéder à l'hôtel de région en raison de la situation sanitaire. Bonsoir Julie Lernous. Bonsoir. Merci de nous avoir rejoints en plateau. Je rappelle que vous êtes adjointe à la maire de Nantes, Johanna Roland, et vous êtes membre d'Europe Écologie Les Verts. On rappelle ce chiffre, pour l'instant une estimation, 18,4% pour Mathieu Orphelin, à égalité avec Guillaume Garot. Est-ce que c'est une déception ce chiffre pour vous ? Je pense qu'en réalité, c'est plutôt une satisfaction puisqu'on voit que le bloc de gauche est supérieur au score de Madame Morançais. Donc ça donne totalement la tendance pour faire basculer cette région du côté des écologistes et de la gauche. Mais on disait les écologistes en progression constante. Finalement, ça serait presque un coup d'arrêt là. Absolument pas. Quand vous prenez les scores notamment de Sophie Bringui en 2015, on fait plus que doubler les scores des écologistes. Donc on est dans une ascension assez forte sur ces élections et je pense qu'on l'a vu. 12,6 au niveau national. Oui, donc on se place bien au-dessus de cette dynamique-là, alors que vous l'aviez dit dans votre sujet, notre région, pour les écologistes, notamment sur les scrutins précédents qui étaient les municipales, n'était pas là où les écologistes avaient remporté une ville. Et pour autant, on voit qu'ils se placent toujours en bonne position pour faire de la région des Pays de la Loire une des seules régions écologistes et socialistes. En tout cas, l'appel de Mathieu Orphelin à mobiliser ses électeurs dès le premier tour pour qu'ils lui donnent le maximum d'avance. Pour être très clair sur Guillaume Garot, cet appel n'a pas été entendu. Ça va compliquer un petit peu les discussions à partir de ce soir pour savoir qui peut prendre la tête d'une liste d'union au second tour, franchement. Ah, vous savez, les discussions, il y en a eu maintes et maintes. Je pense qu'il y a un clair accord entre les deux têtes de liste et les différentes forces politiques de faire en sorte que cette région change de politique. C'est du concret sur la formation professionnelle, sur les transports et sur l'emploi. 18 de chaque côté, ça va être dur pour négocier la tête de liste de ce second tour. Vous savez, on n'a plus d'aéroport à Notre-Dame-des-Landes. J'ai vécu aussi ces moments-là. On avait des vraies divergences de fond qui étaient compliquées à acter. Aujourd'hui, on a plutôt une convergence sur les politiques à mener pour la région qui sont nécessaires. On a vu la droite détruire un certain nombre de choses, y compris en matière de transition écologique, de mutation économique aussi. Et donc, de fait, je pense que c'est cette envie-là et cette intelligence-là qui... Les discussions ont commencé, là, entre les deux listes ? Ça, vous interrogerez les têtes de liste en tant que telles, mais je vous confirme qu'il y a une volonté commune d'aboutir très rapidement, puisqu'on voit bien qu'on a besoin d'une dynamique très rapide. La campagne du deuxième tour va être très courte. Et donc, pour battre Christelle Morançais et la droite dure... Ça va se faire ce soir, cette alliance. Vous savez, les discussions commencent toujours le soir des résultats. Il faut d'abord tranquillement attendre les résultats. Les grandes villes n'ont pas été dépouillées. Et donc là, on se base sur un sondage. Nantes, par exemple, n'a pas été dépouillée. Et donc, les discussions commenceront sur des bases qui seront claires et établies et qui établiront le rapport entre les différentes forces politiques. Je voudrais aussi avoir un petit mot pour dire que une satisfaction aussi, c'est le camouflet que se prend le gouvernement aujourd'hui dans notre région comme ailleurs, mais que les électeurs ont bien confirmé que François de Rugy n'était pas apte à être président de région. On verra bien là aussi les tractations qui pourraient y avoir de manière contre-naturelle. Mais en tout cas, c'est un élément de satisfaction, tout comme le score plus faible aussi que prédit du Rassemblement national. Par ailleurs, on rappelle quand même le score estimé de François de Rugy, 11,1%, 11,9% pour Hervé Juvin du Rassemblement national. On vous retrouvera dans un instant, Julie Ernos, mais on va continuer à partir un petit peu partout dans notre région, puisqu'on le rappelle, il y a des élections régionales, mais également départementales. Et on va retrouver Éric Aubron en duplex de la préfecture du Maine-et-Loire à Angers. Est-ce que vous avez des premiers résultats, Éric ? Et non, désolé Virginie, je vais vous décevoir. Je n'ai pas de résultats complets pour le moment. Les dépouillements avancent, mais pour l'instant, nous n'avons pas de résultats définitifs. Les plus avancés sont sur les cantons à 2 listes, où on peut espérer effectivement avoir une élection ce soir, ou pas, puisqu'il faut, je vous le rappelle, 25% des votants
qui se soient déplacés et voté pour un candidat pour avoir ce soir un candidat élu. Donc ces cantons sont rangés 5, Chalonnes-sur-Loire, Mauches-sur-Loire, Les Ponts-de-Cé et Tiercé. On attend évidemment aussi les résultats du canton d'Angers 1, le canton du président sortant d'hiver droite Christian Gillet, qui brigue un second mandat ici. Il se retrouve face à une deuxième liste à droite qui est soutenue par le maire d'Angers, Christophe Béchu. Et pour l'instant, nous n'avons toujours pas d'informations concernant ce canton. Il faudra encore patienter une petite demi-heure, je pense. Merci beaucoup Éric Aubron en duplex et en direct de la préfecture d'Angers. Un premier résultat, celui du canton d'Évron à Mayenne, un résultat qui donne le sortant Joël Ballandreau en ballotage très très favorable avec 65% des voix et un faible score pour le Rassemblement national qui ne totalise que 17% des voix dans un canton où le Rassemblement national faisait d'ordinaire des scores beaucoup plus importants. On va retrouver en Sarthe Thierry Fourmy depuis la préfecture du Mans. Est-ce que vous avez des résultats, Thierry, en ce qui concerne les cantons du Mans ? Et oui, Christine, c'est le paradoxe de cette soirée. Très peu de résultats pour l'instant, que des résultats partiels. Pourtant, très peu de votants. Donc, on pouvait penser effectivement que les résultats seraient connus relativement rapidement. Juste un résultat qui vient nous parvenir, c'est la commune de Bessay-sur-Bray. Vous la connaissez probablement avec la disparition d'Arjowiggins. C'était en 2019. 900 emplois rayés sur la carte. On a eu les résultats, notamment pour les départements. Donc, pour les départements sur le canton de Saint-Calais et c'est la tête de liste d'ailleurs de droite qui est largement en tête, Dominique Leménaire 56% devant le binôme du Rassemblement national avec 19% et puis pour les régionales avec tout de même un taux de participation très faible, 30% pour les régionales, c'est Christelle Morancet, la Sartoise, qui arrive en tête sur la commune donc de Bessay-sur-Bray, située à peu près à 1 heure de route du Mans, tout près du Loir-et-Cher. Christelle Morancet arrive en tête avec 51% des voix. Merci beaucoup Thierry Fourmy, vous étiez en direct de la préfecture du Mans. Nous a rejoint sur ce plateau Franck Louvrier, maire de La Baule, également président des Républicains de Loire-Atlantique. Une estimation de votre présidente Christelle Morancet à 34%. Vous n'en attendiez pas tant, j'imagine. Peut-être vous. Nous, on savait que sur le terrain, on avait des réactions positives à cette campagne, et surtout au travail qu'elle a fait depuis 3 ans en tant que présidente de la région. Donc le fait est, c'est que bien sûr, je remercie tous ces électeurs qui nous permettent... 7 points de plus qu'au niveau national pour puis les Républicains. Tous ces électeurs qui nous permettent de franchir, vous savez, la bouée largement en tête, comme on dit chez moi, ce qui nous réconforte pour la suite. Et donc, il faut vous prendre ces chiffres avec beaucoup d'humilité, parce que l'abstention est très forte, qu'elle soit au niveau régional ou au niveau national. Mais c'est vrai que ça nous donne une liberté très forte pour pouvoir... Prime à la sortante, comment vous l'analysez ? Non, je pense surtout, c'est qu'ils ont vu en la présidente Christelle Morancet quelqu'un qui était capable de gérer une région, qui l'a démontré, qui a pris à bras le corps des sujets qui étaient compliqués, comme la sécurité, comme le développement économique. Je vous rappelle qu'on sort de la traversée d'une crise difficile. Et donc, de ce fait-là, elle a pris ses galons à ce moment-là. Et je pense que les électeurs se sont aperçus qu'elle était la seule à pouvoir vraiment... diriger une région comme la nôtre. Et ça ne rend l'union éventuelle avec François de Rugy beaucoup moins nécessaire. Très sincèrement, vous êtes beaucoup plus serein et libre ce soir. Vous venez de parler de liberté, mais... Oui, tout à fait. Mais vous savez, en plus, la politique, c'est pas de l'addition de résultats. C'est de la dynamique. Et là, en l'occurrence, les Nigériens nous ont donné la dynamique. Les rapprochements ou les alliances, c'était des commentaires, bien évidemment, des uns et des autres, mais ça n'a jamais été notre état d'esprit. Notre état d'esprit, c'était d'arriver en tête, largement, au premier tour. En l'occurrence, c'est le cas, et donc, de même coup, avec humilité, on va faire la semaine de campagne qui reste, qui est importante. Mais ça veut dire que vous ne rencontrerez pas François de Rugy ? Pas question ? Il nous arrive de le rencontrer, même sur le marché. L'autre jour, il est venu à La Baule, donc comme je suis souvent sur les marchés, je l'ai rencontré, mais c'est limité à ça. En vue du second tour, vous ne le rencontrez pas ? Écoutez, s'il vient à La Baule, je serais ravi de l'accueillir, comme j'accueille tous les autres candidats. Mais non, bien évidemment que non. Vous voyez bien que la dynamique qui nous permet de franchir le premier tour nous permet d'aborder cette deuxième semaine avec sérénité, mais avec détermination, parce qu'il faut continuer à aller à la rencontre des habitants. Qui s'est abstenu ce soir ? On rappelle le taux de participation très très faible, 26,8% à 17h.
être élu avec si peu de participants, ça pose question. Bon, malheureusement, vous savez, les électeurs se déplacent de moins en moins aux urnes, quelles que soient les élections, on le constate depuis quelques années déjà. Alors, je dirais qu'il y a eu peut-être aussi un sujet de mobilisation au niveau de l'État quant à ces élections ici, parce que j'ai rencontré énormément d'électeurs qui n'ont pas reçu les documents de campagne, donc ça ne motive pas, bien évidemment, pour se rendre aux urnes. Et je pense que là aussi, l'État doit prendre ses responsabilités, le gouvernement, en matière d'organisation. On l'a vu que c'était pas parfait au niveau de la crise sanitaire. Et je trouve que là, pour ces élections, il y a eu sans doute des manquements, si ce n'est même des absences de profession de foi et de documents de campagne. Mais au-delà de ça, je pense que les enjeux, parfois, sont démocratiques. Et quand ils sont démocratiques, peut-être que les gens se déplacent moins facilement que lorsque ce sont des enjeux qui sont plus importants au niveau national. Mais on s'aperçoit que dans une démocratie apaisée, les électeurs se déplacent moins. Et Julie Lahernoux, est-ce que vous n'êtes pas déçue de cette participation par rapport à la jeunesse qui se mobilise en général beaucoup pour l'écologie? Aujourd'hui, visiblement, elle s'est peu déplacée. Au-delà de la question de la jeunesse, c'est notre système démocratique qui est quand même fortement en danger. Ce n'est pas la première élection, on a un très faible taux de participation. Là, on est vraiment sur un taux qui est historiquement bas. On peut parler d'un séisme démocratique quand on est élu avec si peu de votants. Mais jamais on avait aussi peu voté sur une élection. C'est ça, même pour les municipales, dans une crise ou à l'amorce d'une crise Covid, il y avait eu quand même plus d'électeurs à se déplacer. Alors on sait que les élections municipales mobilisent plus fortement que les régionales et les départementales. Je pense qu'aussi les compétences entre ce que fait une région, ce que fait un département ne sont pas claires. Il y a eu peu en fait de pédagogie de fait sur ces élections. Et puis je confirme, moi-même, je n'ai pas reçu la profession de foi, par exemple, pour les régionales. Et donc là, il y a un vrai manquement démocratique. Dans ce contexte qu'on savait compliqué, il y aurait dû y avoir beaucoup plus de mobilisation et d'informations faites, y compris qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut rendre le vote obligatoire? Quelles sont les pistes qu'on peut envisager? Alors là, il y a un fort débat, mais il y a du débat et des pays ont rendu le vote obligatoire. Je ne suis pas sûre que la France soit dans cet état d'esprit-là, mais aujourd'hui, c'est quand même très compliqué dans la crise démocratique que nous traversons, avec des politiques qui sont de plus en plus éloignées. C'est-à-dire que pour les politiques régionales, aller interroger dans la rue que fait la région, c'est moins facile à percevoir, et donc il y a peut-être un sentiment que ça ne sert plus à rien de voter, alors qu'on sait qu'il y a des compétences et des choses qu'on peut justement changer à ces échelons et que c'est absolument indispensable. En un mot, Arnaud, cette démobilisation des électeurs, elle n'est pas propre à la France. Non, la dynamique de l'abstention, elle a démarré aux États-Unis à la fin des années 70, ça s'est propagé dans les sociétés européennes à partir des années 80. Dans notre système, elle a gangréné progressivement toutes les élections, parce que ne l'oublions pas, même la municipale est touchée par l'abstention d'une manière très massive. Présidentielle. Hors pandémie. Il y a vraiment une élection à part qu'est la présidentielle. Et encore, on pourrait distinguer à l'intérieur des élections présidentielles de haute intensité, où la campagne est très forte, où il y a une très grande mobilisation, mais il y a eu aussi des présidentielles de beaucoup plus faible intensité, avec des campagnes beaucoup plus calmes. Et ça augure peut-être pour l'année prochaine d'une participation historiquement basse aussi? En tous les cas, on l'avait dit, elle est un an avant la présidentielle. Inévitablement, il y aura des messages de cette élection pour la suivante. Et c'est clair qu'il y a des débuts de messages qui sont en train d'être lancés, qui sont, dans le cadre de la présidentielle, d'ores et déjà. Et politiquement, d'ailleurs, Franck Louvrier, vous y voyez un message au niveau national sur ces scores. On le rappelle, 11,1%, c'est le chiffre dont serait crédité François de Rugy en Pays de la Loire. C'est le même chiffre que pour La République En Marche au niveau national. Vous y voyez un vote sanction clair? Sanction, en tout cas, c'est clair que les électeurs ont désapprouvé la politique gouvernementale. On ne peut pas à la fois dire qu'on se présente avec l'étiquette présidentielle et que lorsque le score est pas bon, c'est pas la politique gouvernementale qui est accusée d'une certaine façon par ces chiffres. Donc oui, c'est clair que c'est un affaiblissement très fort du gouvernement et la politique départementale, la politique gouvernementale. Je voulais juste revenir sur la participation. Je pense qu'aujourd'hui, moi je suis contre le vote obligatoire, parce que il faut laisser les gens avoir la possibilité de pouvoir se rendre aux urnes ou pas se rendre aux urnes. Donc pas de vote obligatoire pour vous. Mais par contre, je pense qu'il faut qu'on aille sur le vote électronique. On le voit bien. Et le vote par correspondance ? Et le vote par correspondance, il faut vraiment très bien l'encadrer.
Mais je crois qu'il y a un travail à faire sur ce sujet. Alors, ça ne sera bien évidemment pas prêt pour les élections présidentielles et législatives prochaines. Mais par contre, je pense qu'il faut y travailler très sérieusement parce qu'on le voit bien, c'est très lourd, les process sont beaucoup trop lourds. Et donc, aujourd'hui, dans toutes les grandes structures, qu'elles soient privées ou publiques, vous décidez par vote électronique. Et quand vous parlez juste vote électronique, c'est à distance, hein, c'est ça. Bien sûr, c'est pas les machines électroniques, c'est à distance. Alors, les machines, c'est très bien, donc ça devrait être même généralisé depuis longtemps, mais même on n'a même plus le droit d'en mettre, alors qu'il y en a encore certaines qui fonctionnent. Je vois chez moi, pas loin de chez moi, à Pornichet, et il y en a une qui fonctionne très bien. Alors, on a des premiers résultats, puisqu'on l'a dit, c'est un double scrutin régional et départemental, même si l'électeur l'a finalement sans doute mal perçu. Et on va aller en direct à La Roche-sur-Yon, depuis la préfecture de La Roche-sur-Yon, où Fanny Borius, vous avez des premiers résultats pour la Vendée. Oui, un premier résultat complet, celui du canton des Sables-d'Olonne. Le duo de la droite Nicolas Chenechot, Florence Pinault obtient 54,34% des suffrages exprimés. Derrière, c'est le duo du Rassemblement national, Dany Marmin, Manuel Amatecat, qui obtient 22,08% des suffrages exprimés. Et devant eux, c'est le duo Écologie Parti communiste, Fabrice Duval, Caroline Potier, qui obtient 23,58% des suffrages exprimés. L'autre canton qu'on regarde de près ce soir, c'est le canton numéro 2 de La Roche-sur-Yon, le canton qui est à gauche encore ce soir, mais qui est contesté par Luc Boire, le maire de la ville, qui s'est présenté pour ces élections et qui espère déloger Sylviane Bulteau. Alors, premier résultat partiel, pas encore très significatif, mais tout de même, Luc Boire qui est en tête pour l'instant avec 55% des suffrages exprimés. Et derrière, le duo avec Sylviane Bulteau obtient 31,17% des suffrages exprimés. Luc Boire qui est pour l'instant en tête, donc. Et dans les deux autres cantons, celui d'Esnay, celui sur lequel se présente Alain Leboeuf, qui souhaite prendre la place de Yves Auvinet à la tête du département, eh bien, il est en tête dans ce canton d'Esnay avec 62,22% des suffrages exprimés. Ce sont les premiers résultats seulement que l'on a ce soir et d'autres résultats complets devraient tomber dans quelques minutes. Merci beaucoup Fanny Borius. Oui, il faut dire qu'il faut être patient ce soir parce que les résultats, eh bien, il y a un double scrutin, donc double dépouillement et double validation par les préfectures, ce qui explique que même avec des bureaux de vote fermant à 18h, il y a encore très peu de résultats définitifs dans tous les cantons de notre région. Patient, il va aussi falloir l'être ce soir et on a l'habitude à la préfecture de Loire-Atlantique où on va retrouver Mathieu Guiraud. La patience, c'est vraiment le maître mot à la préfecture à chaque fois parce que les résultats se font toujours attendre à Nantes et c'est le cas encore ce soir, Mathieu. Eh oui, Virginie, toujours pas de fumée blanche à l'heure où je vous parle en direct de la salle des audiences de la préfecture de Nantes. Seuls les résultats de quelques communes, petites communes, sont arrivés derrière moi, mais toujours aucun canton de Loire-Atlantique. Je vous rappelle brièvement les enjeux dans ce département. Eh bien, la question est très simple. La gauche peut-elle conserver le seul département qu'elle détient depuis 2004 dans l'ensemble de la région Pays de la Loire? Le président sortant, le socialiste Michel Grosvalet, ne se représente pas et il espère bien avoir succédé à la tête du département l'ancien député Michel Ménard qui se présente dans le canton de Nantes 7 dont on scrute les résultats, mais toujours rien pour le moment. En face, la droite, elle, espère bien reprendre ce département par l'intermédiaire du maire de Saint-Sébastien-sur-Loire, Laurent Turquois. Voilà, vous savez tout. Je vous rappelle un dernier chiffre, je vous l'avais déjà donné, mais je vous le redonne. Participation extrêmement faible ici ce soir en Loire-Atlantique, seulement 25,58% de participation. Merci Mathieu Guiraud. Vous étiez en direct de la préfecture de Nantes. 25, c'est un point de moins que les estimations, le taux de participation à 17h dans l'ensemble de la région. Et je le rappelle, c'est plus de 17 points de moins qu'en 2015 sur les élections régionales et départementales. On va à présent rejoindre Thierry Fourmy depuis la préfecture du Mans. Est-ce que vous avez des résultats pour la Sarthe, Thierry ?
Eh bien, pour l'instant, c'est le leitmotiv, vous l'avez compris, de cette soirée. Pas de résultats, que des résultats partiels. En revanche, on va suivre vraiment de très près deux cantons. Le canton de Le Mans 7, où un duel fratricide s'annonce entre la socialiste Sylvie Tolmont, opposée au binôme sortant constitué de Hélène Debost, ex-candidate Europe Écologie Les Verts, et du maire communiste d'Allonne, Gilles Leproust. Et puis, un autre député s'est lancé dans cette bataille des départements 2021 en Sarthe. Il s'agit du candidat d'hiver droite, l'ancien maire de La Ferté-Bernard, Jean-Carl Grelier. Il, lui, est dans une position un petit peu plus favorable, évidemment, dans ce canton qui est habituellement le canton de La Ferté-Bernard, réservé à la droite. Mais pour l'instant, toujours pas de résultat définitif ici en Sarthe, un petit peu comme partout ailleurs. Merci beaucoup Thierry Fourmier en duplex donc, de cette préfecture de la Sarthe. On va préciser une chose importante, Arnaud. On a donné des résultats au cours de cette soirée. Il n'y en a pas beaucoup, mais il y en a au moins un. Par exemple, celui d'Evron en Mayenne. Joël Ballandreau, Sandrine Galloyer, UDI Allier, 65,98%. Et pourtant, ils sont en ballottage. Comment on explique ? Il y a une question de participation et de nombre d'inscrits. Exactement. Ça concerne notamment tous les résultats qui nous ont été donnés pour la Vendée, même si presque à chaque fois la liste en tête a largement passé les 50%. En réalité, il y a une deuxième règle, c'est que le candidat en tête doit faire plus de 25% des inscrits. Et c'est là que le taux de participation y joue. Et comme la participation est extrêmement faible, eh bien même quand on fait 50% ou 55%, on fait en dessous du 25% des inscrits dans presque tous les cas. Donc on est obligé de se représenter. Il y aura bien un second tour, il y aura bien un phénomène de ballottage avec la deuxième liste arrivée, même si cette deuxième liste est très loin derrière. Et au deuxième tour, il faut aussi 25%? Non, alors au deuxième tour, celui qui est en tête a gagné. Sinon, on ne s'arrête jamais. Alors, très sincèrement, ça n'est pas fait pour réconcilier quand même les citoyens avec les élections, parce que quand on se retrouve avec le même binôme la semaine suivante à voter de la même façon, c'est assez incompréhensible. Je comprends que pour l'électeur, c'est vraiment difficile, mais en même temps, au départ, le législateur, il fixe cette règle-là justement pour empêcher le fait que quelqu'un puisse gagner avec très peu d'électeurs. Sauf que quand le phénomène est aussi massif, aussi national que là, on l'a, évidemment, la règle elle devient problématique. Franck Louvrier, je rappelle que vous êtes le maire de La Baule et le président des Républicains de Loire-Atlantique. Les Républicains qui, selon les estimations nationales, totaliseraient 27% des suffrages ce soir. C'est plutôt une bonne nouvelle à un an de la présidentielle ? Écoutez, je n'aime pas Ils sont en projeter... tête, hein ? Oui, bien sûr, mais je n'aime pas projeter les élections locales à des élections nationales. J'essaye d'être le plus juste possible. C'est sûr que ça réconforte, bien évidemment, la formation politique en elle-même, même si l'élection présidentielle, c'est la rencontre d'un candidat ou d'une candidate avec les Français. C'est pas un parti qui va mettre en place un candidat. Et puis il y avait beaucoup de sortants de droite dans ces régionales. Il y a de la richesse au niveau des candidats dans notre formation politique, ça c'est sûr. Mais je ne veux pas non plus projeter. Il y a une chose dont je suis à peu près sûr, c'est que on le voit bien, le gouvernement est très affaibli par ces élections. Le gouvernement se retrouve dans une situation compliquée. Et c'est sûr que lorsque l'on regarde les régions, il semble qu'elles soient plutôt confortées à droite et au centre. Et donc, de ce fait-là, traduit la situation du pays. Mais la situation du pays, je le répète depuis déjà plusieurs semaines et de plusieurs mois, la France est entre la droite et l'extrême droite. Les électeurs votent entre la droite et l'extrême droite aujourd'hui. Donc, le contexte politique, il est très particulier. Et il faut écouter tous ces électeurs qui sont dans cette situation, parfois de détresse, qui nous envoient des messages qu'il faut percevoir très fortement parce que je pense qu'il y a des mesures à prendre qui sont essentielles à leur endroit pour permettre de répondre à cette préoccupation quotidienne. Julie Layernous, 17% au niveau national pour le PS et Alliés, 12% pour Europe Écologie Les Verts et un très faible taux de participation dans les quartiers. Est-ce que c'est en direction des quartiers populaires et des jeunes qu'il faut faire des efforts en vue de la présidentielle notamment ? C'est sûr qu'un certain nombre de personnes ont perdu espoir en la politique et donc ne se déplacent pas puisque ça ne change rien. Alors il peut s'agir de promesses qui n'ont pas été tenues dans la durée, mais de manière générale, on ne place plus d'espoir quelque part et donc on est dans un vote parfois contestataire. C'est notamment celui du Front National ou de désespoir quand on se déplace vers les urnes. Donc
très concrètement, oui, il y a à refaire de la politique ensemble, parce que faire de la politique, élire, aller se déplacer aux urnes, ça détermine la société dans laquelle nous vivons. Et les jeunes en font partie, les personnes qui habitent dans les quartiers défavorisés font partie pleinement de la société aussi. Et donc, c'est bien cette question-là de comment on remobilise cet électorat-là, mais plus que d'électorat, c'est comment on recrée un sentiment de faire partie de la même société, c'est-à-dire que ça ne soit pas que uniquement les gens très informés qui aillent ou qui suivent les élections et qui aillent voter. Combien de personnes ont suivi, y compris ici, les élections régionales ou départementales dans les médias ou dans les journaux? Comment on fait alors pour faire en sorte que ça intéresse? Alors, il y a les sujets qui sont mis en avant lors des campagnes, qui sont médiatisés aussi. Et puis, il y a voir aussi ce que ça peut apporter de manière très concrète. On sait que sur les élections locales, on a eu beaucoup des actions de proximité. Et la crise du Covid a fait aussi qu'on n'a pas pu, traditionnellement, on va faire des réunions publiques, on va aller faire du porte-à-porte, c'est-à-dire aller à la rencontre de celles et ceux qui ne vont pas forcément se déplacer ou s'intéresser d'eux-mêmes à la politique. Sur un sondage d'ailleurs qui a été publié en fin de journée aujourd'hui sur le premier motif d'abstention chez les personnes, c'est en général, ça ne sert à rien d'aller voter, ça ne changera pas mon quotidien. C'est normal. Quand on voit, Madame, votre formation politique a soutenu des positions qui étaient contraires au vote démocratique sur l'aéroport Notre-Dame-des-Landes. Comment voulez-vous que les gens aient le sentiment de vouloir voter et que ce soit utile lorsqu'ils se déplacent, ils disent qu'ils veulent un aéroport et qu'ils ne l'obtiennent pas parce que par pression sur... Non, mais attendez. Je pense qu'il ne faut pas confondre une consultation la consultation démocratique, ça sert à rien. Formidable. Avec un discours comme ça, vous n'avez pas tiré beaucoup de jeunes. Il ne faut pas confondre une consultation où la consultation a été déterminée avec des règles qui étaient faites pour remporter le oui. Non, malgré tout, mais c'était le président de la République proche de votre formation politique qui l'a organisé. C'était François Hollande. Je lui disais, vous êtes plus proche de François Hollande que moi. Donc là-dessus, il n'y a pas de débat. Justement, ne font pas du bien forcément à la politique. C'était une consultation. Je pense que là, on parle d'élire celles et ceux qui mènent des politiques publiques et qui vont diriger des exécutifs et des consultations ou des référendums où on voit de manière plus globale que le taux de participation. Il faut les écouter et il faut surtout accepter leur position. Quand les règles démocratiques ne sont pas fixées de manière... Vous étiez dans l'organisation des élections comme tout le monde. On ne va pas revenir sur cette consultation qui a déjà suffisamment alimenté les débats il y a quelques années. Aujourd'hui, le débat est clos et tranché. Il n'y aura pas d'aéroport à Notre-Dame. C'était le débat des précédentes régionales, c'est pas celui de cette année. C'est que d'une façon ou d'une autre, c'est la démocratie qui paye très cher de telles postures politiques. Et voilà, je pense que on a attendu depuis ce soir, on attend les résultats dans les départements, puisqu'il y avait aussi des élections départementales, on le rappelle. Et on va rejoindre en Mayenne tout de suite à la préfecture de Laval, Pierre-Éric Cali, avec des premiers résultats, je le rappelle, en Mayenne, où le président sortant, Olivier Richefou, se représente. Oui, Christine, les résultats arrivent vraiment au goutte à goutte. Alors, deux nouveaux résultats à Lassay et Château notamment. Les conseillers départementaux sortants de la majorité départementale sont en nette position avec 42% devant les divers gauche 24%. Il s'agit de Magali d'Argentré et Gérard Dujarier devant Guillaume Carré et Mélanie Firmes, divers gauche. Et la surprise, c'est à Mayenne où les trois binômes seront au second tour. Gérard Brodin, Valérie Jones, 43%, sont au coude à coude à 5 voix près avec Stéphanie Le Foulon et Antoine Valprémy, divers gauche. Quant à Vilaine Lajuel, eh bien, les deux listes fratricides étaient toujours au coude à coude avec une voix d'écart il y a quelques minutes. La liste des conseillers sortants, Christelle Oregan et Jean-François Salard, avec opposés à Fanny Bettier et Denis Gélin de Marcheurs et divers droite. Merci beaucoup Pierre-Éric Cali. Vous étiez, je le rappelle, en direct de la préfecture de la Mayenne à Laval. Et les estimations se sont un peu affinées. Vous les avez vues à l'instant, il y a quelques minutes en tout cas, sur votre écran. Des estimations donc au niveau des élections régionales. Selon les dernières sorties des urnes, eh bien, Christelle Morançais garderait très largement son avance et elle progresserait même, 34,5%. Mathieu Orphelin se détacherait en deuxième position, 18%, devançant donc Guillaume Garot du Parti Socialiste, 17,2%, 12,6% pour Hervé Juvin du Rassemblement National et François de Rugy
Écologie resterait au score que nous annoncions en début de soirée, autour de 11%, 11,3%. Sincèrement, c'est un peu une divine surprise quand même, Franck Louvrier, ce score de Christelle Morançais. Certes, elle était attendue en tête, mais sincèrement, 34%, avec une liste La République En Marche, ce qui n'était pas le cas il y a 6 ans. Bon, c'est un bon score. C'est le même score que Bruno Retailleau en 2015, grosso modo. Divine, je sais rien, je ne connais pas votre religion. Moi, la mienne, je la connais très bien. Non, mais sans religion, en tout cas, ce n'est pas ce qu'annonçaient les sondages. Sérieusement, le débat s'éclaircit pour entre les deux tours. C'est que maintenant, ça sera la droite et le centre. Il n'y aura pas de débat avec François de Rugy, non, c'est surtout que ça sera la droite et le centre face à l'extrême gauche. Donc, à un moment donné, l'alliance avec l'extrême gauche face à la droite et le centre. Non, mais et les filles, je suis désolé, est associée. Sur la liste de Mathieu Orphelin, il y a aussi des candidats. Il y a eu un accord avec les extrêmes. Moi, j'ai toujours été contre les extrêmes en la matière, surtout l'extrême gauche. Et là, on se retrouve face à une situation où la droite et le centre vont se retrouver face à l'extrême droite. Monsieur Louvrier. Pardon ? J'ai jamais fait alliance avec l'extrême droite. Je suis non, désolé pour vous, mais après, vous dans ne le pouvez fond, pas utiliser cet argument-là. En tout cas, vous faites alliance avec l'extrême gauche. Moi, je ne veux pas donner les clés de la région à l'extrême gauche. Et le débat sera très simple ce soir ou demain matin, si c'est le cas. On ne laissera pas les clés de la région à l'extrême gauche. On a vu ce qu'il en était. On a vu. Attendez, madame. C'est pas parce que ça fait mal qu'il faut parler et me couper la parole. Non, c'est pas ça. Et donc là, je suis désolé, mais on ne confiera pas les clés. Vous n'avez pas le pouvoir de confier les clés. En tout cas, ce qu'a dit. Moi, je veux convaincre les habitants qu'on ne peut pas avoir cette alternative-là aujourd'hui dans la région des Pays de la Loire. Ce qu'a dit François de Rugy il y a quelques jours, je cite sa phrase de mémoire, « Jamais, je ne me retirerai jamais au second tour ». On se dirige donc très clairement vers une quadrangulaire qui n'est pas le scénario idéal pour votre candidate, Christelle Morançais, même si on le rappelle, ce score 34,5 est plutôt 34,5, très c'est avantageux. Un score qui est même au-delà de celui qui avait été fait en 2015, donc je pense qu'il devrait prédire un bon résultat, donc, malgré j'espère une en tout cas. quadrangulaire. Mais je vous le dis très clairement, si on est face à une liste menée par quelqu'un qui a fait l'union avec l'extrême gauche, l'affaire sera assez réglée pour nous en termes de positionnement. On ne peut pas l'admettre. En tout cas, je ne pensais pas que vous alliez soutenir la liste de M. Garot ou de M. Orphelin au deuxième tour, monsieur Louvrier. Non, mais surtout pas l'extrême gauche, votre choix est très clair. Voilà, et affiché. C'est pour ça qu'on a peut-être quelques points d'avance par rapport à vous. C'est qu'on a fait une campagne dans la clarté et l'honnêteté pendant toute cette campagne. On n'a pas joué sur les alliances et on n'a pas joué sur les rapprochements politiques. Je pense que on a bien vu que Mme Morançais était très embêtée pour répondre ou ne pas répondre à cette question. On a vu de nombreux débats émailler votre famille politique. Et je ne pense que vous n'êtes pas au bout de ces débats dans les différentes écoutez, en tout cas, moi, je vois ce qu'ont dit les électeurs ce soir. Ça a été très compliqué en région PACA, c'est vrai, par exemple, Franck Louvrier. Attendez, pour la région des Pays de la Loire, c'était très clair. Notre objectif, c'était de virer largement en tête au premier tour. Je crois que l'objectif ce soir semble être atteint. À partir de ce moment-là, on va voir face à qui on va être. Si c'est une alliance, je dirais, de dernière minute face à des gens qui font alliance avec l'extrême gauche, voilà, le débat sera très clair et très limpide, comme il l'a été. Nous, on a toujours privilégié un débat clair, on a toujours privilégié des positions honnêtes, et en l'occurrence, il n'y aura pas de soir ou de traitement dans la nuit qui permettront de faire essayer de grappiller quelques points ici ou là et qui ne permettront pas en fin de compte d'avoir une dynamique. En tout cas, on vient d'apprendre à l'instant que Mathieu Orphelin, qui devait prendre la parole à 20h45, puis à 21h20, prend finalement la parole à 21h40, ce qui montre peut-être qu'il y a des tractations qui sont en cours et que ce n'est pas encore l'heure de prendre la parole publiquement. Absolument pas, c'est simplement que Mathieu Orphelin souhaite avoir une stabilisation des résultats, et je le comprends totalement, avant de prendre la parole. Ça parce qu'on le rappelle, là, les estimations se sont affinées et il est quasiment à un point devant Guillaume Garot pour le Parti socialiste. Ça me paraît plus clair, et puis je voudrais simplement réitérer que la campagne qui a été menée par Mathieu Orphelin a toujours été extrêmement clair sur les valeurs qui sont défendues. C'est une liste citoyenne, écologiste, solidaire, de gauche. Et puis nous avons, et nous l'avons jamais caché, de nombreux points communs avec la liste de Guillaume Garot. Et donc nous avons toujours affiché aussi qu'il y aurait une liste d'alliances dans cette dynamique-là. Et pourtant, il y avait division au premier tour. J'ai fait partie de celles et ceux qui prônaient une liste d'alliances de premier tour. Aujourd'hui, je pense qu'on est en bonne voie pour créer les conditions pour une excellente dynamique de deuxième tour. Et c'est les électeurs, monsieur Louvrier, qui trancheront. Et j'ai bon espoir que ça puisse tout à fait. C'est une mobilisation parce que le peuple de gauche n'est pas mort, le peuple de l'écologie n'est pas mort. On le voit aujourd'hui dans notre belle région, et donc il faudra mobiliser davantage. Dans notre belle région, il y en a certains qui votent aussi dans notre formation politique parce qu'ils pensent qu'une écologie qui n'est pas punitive est une bonne écologie. Dans notre région, on a voté pour les élections régionales que vous commentez largement, mais on le rappelle aussi pour les élections départementales. Là encore, les résultats tombent au compte-gouttes, mais on va pouvoir vous en donner un en Vendée. C'est à la Châtaigneraie, Fanny Borius. On vous retrouve en duplex de la préfecture à La Roche-sur-Yon.
Oui, Virginie, un autre résultat complet dans le canton, effectivement, de la Châtaigneraie. Le duo d'hiver droite obtient 68,70% des suffrages exprimés, mais faute de participation suffisante, il sera opposé au second tour au duo du Rassemblement national, qui lui obtient 17,87% des voix. La Châtaigneraie, c'était un canton qui était passé au premier tour en 2015, et là, donc, il y aura un second tour dans ce canton. Et puis, je rappelle, l'autre résultat complet, c'était au Sables-d'Olonne, avec le duo de l'Union de la droite qui obtient 54,34% des voix. Un score qui n'est pas, un score qui n'est pas étonnant. Les deux sont conseillers municipaux. Florence Pinault est conseillère départementale sortante. Et ils seront également, faute de participation, confrontés au second tour à l'Union de la gauche, représentée notamment par Caroline Potier, qui ont obtenu 23,58% des voix. À noter que Yves Auvinet, le président sortant, est attendu ici en préfecture après 21h. Il compte s'exprimer, mais il attend d'avoir des résultats suffisants. Merci beaucoup Fanny Beurius. On le rappelle, en Vendée, 17 cantons, dont 16 à droite, et le canton de La Roche-sur-Yon 2 pour le moment, sur lequel le maire d'hiver droite de La Roche-sur-Yon, Luc Bouard, est en avance sur la gauche. Le résultat ce soir, c'est qu'en Vendée, il pourrait ne plus y avoir d'opposition. C'est ça l'enjeu, en fait, Arnaud Leclerc. Oui, d'une certaine manière. Encore une fois, le Parti socialiste recule dans notre région et dans les différents départements depuis maintenant près de 10 ans. Je pense qu'on ne l'a pas toujours mesuré, mais quand on regarde en nombre de voix, chacun des scrutins, il y a clairement du recul. Et ici, il restait une seule situation, qui est pourtant un bastion, pour le coup, historique du Parti socialiste. C'est vrai que le fait qu'une personnalité politique aille dessus était clairement un signe. Et cette élection, elle se fait dans un contexte très particulier de démobilisation. N'oublions pas, 2 électeurs sur 3 ne sont pas présents. Pourquoi on a des résultats au compte-gouttes comme ça, alors que finalement la mobilisation est très faible? Alors, il y a plusieurs facteurs, mais il y a la question des validations et le fait qu'on fasse un double décompte, puisqu'on a la départementale, la régionale. On sait aussi qu'en fonction des villes, c'est plus ou moins rapide. Ne nous cachons pas les choses. On sait que la ville de Nantes est historiquement une des plus lentes pour nous fournir les résultats. L'écriture des bureaux de vote est à 20h. C'est vrai, mais généralement, à 22h, on n'a toujours pas de résultats. Voilà, il y a des traditions qui sont très différentes. On ne prend pas les mêmes précautions partout. C'est compliqué de faire 2 votes simultanés. Il faut quand même bien pour les électeurs notamment, et pour également les autorités qui organisent ces élections. On rappelle ce chiffre, 68,7% sur le canton de la Châtaigneraie. Ça fait que ces personnes qui ont pourtant obtenu plus de 2 tiers des voix ne sont toujours pas élues pour l'histoire des inscrits dont on parlait tout à l'heure. Exactement. Il n'y a pas 25% d'inscrits qui se sont exprimés, donc ils auront droit à un 2e tour. Est-ce que ce sera le cas à Angers, dans le Maine-et-Loire, sur certains cantons? Eh bien ça, on ne le sait pas encore. On retrouve tout de suite Éric Aubron en préfecture. Vous patientez toujours, Éric, comme nous? Et effectivement, et on est très impatient de vous donner des résultats définitifs. Pour l'instant, ils ne sont que partiels. Je pense que les premiers résultats que nous donnerons, ce seront ceux de Cholet 2, où on a des fortes tendances pour l'instant, mais il est encore trop tôt pour donner des résultats définitifs, je vous le disais. Longuet-Jumelles et également à Beaufort-en-Anjou, sachant qu'à Cholet 2, pour l'instant, eh bien, ce qui se dessine, c'est que la femme de Gilles Bourdelex, la maire de Cholet, arrive en tête pour l'instant, mais ce n'est qu'une estimation, puisque les dépouillements n'ont pas atteint encore les 90%. Elle arrive en tout cas loin devant en tête pour l'instant. Pour la suite, eh bien, il va falloir patienter pour la prochaine tranche de notre édition. J'en ai bien peur. Merci beaucoup Éric Aubron. Vous étiez en direct de la préfecture d'Angers. On va à présent prendre la direction de la Sarthe et retrouver Thierry Fourmy. Est-ce qu'au Mans et est-ce qu'en Sarthe on dépouille aussi lentement? Est-ce que vous avez des résultats, Thierry, à nous donner pour la Sarthe? Alors j'ai un résultat, Christine, exactement, mais on a déjà un début d'explication en fait sur ces résultats tardifs qui mettent donc un peu de temps à arriver. Eh bien, ça s'explique tout simplement par le double dépouillement départemental et régional. Donc c'est un double vote et forcément, donc les résultats, eh bien, tardent à arriver. Et le résultat qui concerne la Sarthe, pour l'instant, c'est le canton de Saint-Calais. C'est un résultat quasi définitif avec la tête de liste d'ailleurs de la majorité départementale classée à droite, donc Dominique Leménaire, qui arrive largement en tête dans ce canton, 61% des voix. Le binôme de la majorité départementale donc obtient 61% des voix devant le Rassemblement national avec 16% des suffrages exprimés. 3e position pour le binôme du Parti socialiste avec 14 points. Et La République en marche, la majorité présidentielle, obtient donc sur le canton de Saint-Calais 9 points. Dominique Leménaire donc largement en tête, mais ce n'est pas une surprise dans son canton de Saint-Calais, 61%.
Merci beaucoup Thierry. Donc en duplex de la préfecture de la Sarthe. On va vous redonner, il nous reste un petit peu plus de 2 minutes dans cette première tranche de notre soirée spéciale sur France 3 Pays de la Loire pour vous redonner les estimations de vote sur ces élections régionales. Christelle Morancet, la présidente sortante, les Républicains arriveraient largement en tête, 34,5%. Elle devance Mathieu Orphelin, 18%. Guillaume Garot du Parti socialiste, 17,2%. Hervé Juvin du Rassemblement national, 12,6%, en très net recul par rapport à 2015. Et François de Rugy, le candidat de la majorité présidentielle, 11,3%. On va retrouver tout de suite en duplex de l'hôtel de région Maxime Jaglin. Pour l'instant, peu de personnes finalement dans cet hôtel de région ce soir, Maxime. Bon, il faut dire que la crise sanitaire explique que cet hôtel n'est pas ouvert au public comme ça peut être le cas sur les autres années. Est-ce que vous avez aperçu Christelle Morancet tout sourire dans les couloirs ? Si personne n'est autour de moi, c'est peut-être que tout le monde est à l'étage dans le bureau de Christelle Morancet, son bureau de présidente de région. Elle ne devrait plus tarder à s'exprimer autour de 21h15 pour un discours forcément très attendu. Elle qui arrive largement en tête avec 34% des votes selon nos estimations. On attend toujours les résultats définitifs et on attend la déclaration éventuelle de François de Rugy qui devrait venir ici, mais rien n'est moins sûr. Aucune information n'a filtré pour le moment. Le seul commentaire vient des jeunes avec Emmanuel Macron qui se disent extrêmement déçus, notamment de terminer derrière le Rassemblement national. On espère en savoir un petit peu plus si François de Rugy vient nous voir ici à l'hôtel de région tout à l'heure. Merci beaucoup Maxime Jaglin. Je rappelle que ce sont pour le moment encore des estimations. Et si Christelle Morancet prend la parole à 21h15, eh bien c'est le moment où on se retrouve tout de suite des résultats nationaux. Nous, on se retrouve donc à 21h15 dans une quinzaine de minutes. Et puis n'oubliez pas notre site internet France 3 Pays de la Loire pour avoir tous les résultats et ces premières estimations dont on vous a parlé pendant cette première heure. À tout de suite.